Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 92 de la Web TV de Veille Stratégique. Nous sommes aujourd'hui donc le lundi 24 février 2025 et nous démarrons cet enregistrement à 8h09. Alors comme vous le savez, aujourd'hui c'est le 3e anniversaire du déclenchement de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. Donc on va beaucoup parler de l'Ukraine dans la seconde partie de ce bulletin, mais pour commencer, on va démarrer par un tableau de l'actualité internationale qui est elle aussi très chargée sur bien d'autres fronts, entre guillemets, même si pour certains ce sont des vrais fronts de guerre. Et dans la seconde partie, nous allons revenir sur l'actualité en Ukraine, ne vous inquiétez pas. Alors, pour commencer, on va parler de la République démocratique du Congo, de la RDC, puisque hier, l'ONU a formellement appelé à un cessez-le-feu. On n'a pas de nouvelles cartes des opérations militaires ce matin parce qu'il n'y a pas eu de grands changements pour le moment, même si la situation reste extrêmement mobile du côté des forces du M23 qui semblent ne rencontrer qu'une résistance quasi symbolique dans certains secteurs par rapport à la désorganisation qui frappe la République démocratique du Congo et ses forces militaires notamment. On a appris que certaines d'entre elles avaient même rejoint les rangs du M23 et se trouvaient désormais à Goma pour être formées et intégrées ensuite au mouvement. Donc ça en dit long sur la désorganisation de l'armée et la difficulté pour le pouvoir central d'exercer son pouvoir pleinement et entièrement. Alors, on l'a répété, certains d'entre vous qui sont zaïrois sont venus nous dire, écoutez, vous savez, le gouvernement en place et notamment le président Tshisekedi, c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir et il participe lui aussi à la désintégration de notre pays par rapport à la politique très faible qu'il mène et les réactions qui restent très verbales. Alors hier on a également appris qu'il aurait l'intention de former un gouvernement d'union nationale pour répondre à ce qui se passe bien évidemment donc dans le Kivu, à l'est du pays, et donc on va voir ce que ça va donner dans les jours qui viennent. C'est une décision qui a été prise suite à une réunion avec plusieurs députés de la coalition parlementaire qui s'appelle Union Sacrée de la Nation qui est à la tête du pays. Et donc on va voir vers quoi ça va déboucher concrètement, mais ce qu'il faudrait déjà, puisque c'est par ça qu'on a commencé, c'est que le cessez-le-feu réclamé par l'ONU soit mis en place. Parce que, comme d'habitude, le cortège de violence contre les civils accompagne bien sûr les combats et l'action du M23, et il faut à tout prix que ça cesse, et aussi que cesse le soutien, là encore ça a été condamné par les différentes instances internationales, le soutien du Rwanda à ce mouvement, et même l'implication du Rwanda aux côtés de ce mouvement, en République démocratique du Congo, puisque il est désormais avéré que des soldats rwandais participent aux côtés des forces du M23 aux différentes opérations militaires, et pas simplement en tant que conseillers, mais aussi en tant que combattants. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur la situation en RDC. Vous le savez, sur Veille Stratégique, on continue de vous offrir, alors soit sur nos canaux réguliers, soit sur notre Patreon, des informations complémentaires au jour le jour, au fur et à mesure qu'elles nous parviennent. Autre point important, ce week-end, c'était la fin de la première phase de trêve à Gaza entre les Palestiniens et Israël. Donc les derniers otages ou prisonniers, là c'était plutôt des prisonniers, c'était plutôt des soldats israéliens, ont été libérés. Donc il y a bien sûr eu toute la détresse de ce qui s'est passé avec la famille Bibas, vous le savez, avec cette mère et ses jeunes enfants, avec cette confusion, semble-t-il, quand on a rendu les corps, et on ne sait pas encore aujourd'hui si le corps de la maman a été rendu ou pas par les mouvements palestiniens. Maintenant, ce qui est très important de noter, Charles Anderlin le soulignait hier sur X, c'est que cette famille, malgré
et surtout peut-être à cause de l'instrumentalisation qui est faite par tous les réseaux de leur deuil qui est effroyable. Personne ne peut dire que tout ça est normal et le passer pour pertes et profits. Bien évidemment, ce n'est absolument pas le cas. Mais simplement, la famille a dit, nous, on veut pas de représentants du gouvernement de Monsieur Netanyahou aux funérailles des nôtres. Parce que on comprend en filigrane que ces gens-là ne veulent pas de personnes qu'ils considèrent pour partie responsables de ce qui est arrivé au leur. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, avant de commencer à poster partout sur les réseaux sociaux leurs photos, leurs vidéos, en essayant de poursuivre l'instrumentalisation qu'en fait Netanyahou dans sa communication gouvernementale et dans sa propagande. Soyez plus attentifs à ça et concentrez-vous un peu sur ce que cette famille a comme douleur et surtout vers qui elle en fait porter une part, j'ai bien dit une part de la responsabilité à raison, puisque on vous a proposé de regarder la semaine dernière l'excellent documentaire sur les ministres de l'extrême au sujet de Smotrich et Ben-Gvir. Vous verrez que depuis le tout début des opérations militaires israéliennes en 2023, à la mi-octobre 2023, les familles des otages ont bien compris et n'ont cessé de le comprendre de plus en plus que le gouvernement n'en avait rien à faire des leurs et qu'il instrumentalisait la vie des leurs de manière tout à fait cynique. Donc il y a la responsabilité bien sûr de celui qui a été les chercher, c'est-à-dire le Hamas et les autres mouvements de la résistance palestinienne. Et il y a aussi, bien sûr, la responsabilité du gouvernement qui a tout fait pour laisser pourrir ce dossier, au point qu'encore aujourd'hui, il va falloir démarrer cette fameuse seconde phase de négociation pour permettre à tous ceux qui sont encore retenus prisonniers ou otages en fonction de leur statut d'être libérés. Il ne faut pas perdre de vue tout ça. Et Charles Anderlin, très courageusement, essaye de faire comprendre à tout le monde ce que j'essaye de transmettre, c'est aussi mes idées bien sûr, mais Charles Anderlin a une plus grande expérience bien sûr que la mienne dans ce domaine. C'est la responsabilité colossale du gouvernement Netanyahou et notamment des Ben-Gvir et des Smotrich dans toute cette affaire. Il rappelle à longueur d'interviews, de livres, de films, comment ces gens-là ont favorisé la montée en puissance du Hamas, comment ils ont donné la bande de Gaza au Hamas contre l'autorité palestinienne, contre les mouvements issus de l'OLP, parfois donc en désignant aux tueurs du Hamas les gens de l'OLP. Donc voilà, il réinsiste sur tout ça parce que si tout ça a eu lieu, c'est au départ parce que ce mouvement qui était minoritaire a eu le soutien objectif financier d'Israël pour exister, parce que il favorisait les desseins de cette classe politique israélienne, de cette partie-là de la classe politique israélienne, parce qu'on le voit dans le documentaire, Smotrich comme Ben-Gvir sont tous les deux très conscients depuis très longtemps, et n'ont eu de cesse de le répéter, mais il y a déjà plusieurs années. Si on veut qu'il y ait un seul État et qu'il n'y ait jamais d'État palestinien, il faut que le Hamas prenne le pouvoir à Gaza et ils ont tout fait dans ce sens. Voilà, donc faut pas oublier cette donnée qui est cardinale dans ce problème et donc il faut pas oublier que des familles israéliennes elles sont au courant de tout ça et n'ont pas oublié les responsabilités qui incombent à leur gouvernement dans la mort et la tragédie qui les frappe aujourd'hui. Voilà. Alors, on va finir ce tour d'horizon de l'actualité internationale et ça nous permettra d'arriver sur le théâtre ukrainien par ce que j'appelle l'effondrement européen, c'est-à-dire que là, depuis le discours de J.D. Vance, il y a maintenant 10 jours, on voit bien que tout est en train de se casser la figure de manière, on va dire, exponentielle. Ça va de plus en plus loin, de plus en plus vite. Tous les narratifs explosent. Tous les petits récits officiels qu'on nous a vendus volent en éclats. On voit bien que les révélations de l'USAID nous permettent de mesurer l'ampleur chaque jour de telle ou telle aide et donc ingérence américaine en faveur de tel ou tel État contre la Russie ou contre les intérêts des peuples européens.
Le cas géorgien est un cas absolument remarquable. Donc on voit bien que il y a une vraie volonté de secouer le cocotier jusqu'à ce que toutes les noix de coco tombent. On vient d'en voir tomber une nouvelle qui est l'Allemagne, hein, puisque les élections en Allemagne donc ont porté, alors on va pas dire encore porté au pouvoir, puisqu'il va y avoir un gouvernement de coalition. Alors c'est probablement l'alliance, la Union CDU-CSU qui va être à la tête de cette coalition, avec un monsieur qui est tout à fait détestable, qui s'appelle Merz, qui est l'ancien patron de BlackRock en Allemagne. Alors bien évidemment, on va pas vous dire que c'est quelqu'un de recommandable et de remarquable, enfin si, de remarquable, mais en filouterie et en traîtrise à l'égard du peuple allemand et des intérêts de l'Europe, pas de l'Union européenne, bien évidemment. Et bien sûr, la volonté de monsieur Merz, c'est d'aller donner la main au délire de monsieur Macron pour récupérer une partie de l'accès, enfin pour récupérer pas une partie, mais l'accès à notre dissuasion nucléaire, de mettre en coupe réglée l'Europe contre la Russie alors que tout est en train de se terminer. Bref, il faut néanmoins souligner que l'AfD a fait un bond en avant qui est absolument remarquable. Hein. Je voyais encore des commentateurs qui rappelaient les propos de Madame Merkel autrefois quand l'AfD participait à ses premières élections et qu'elle disait non mais ils dépasseront jamais les 5%. Bon bah hier ils ont franchi les 20%. Et puisque la Union, c'est une alliance CDU-CSU, c'est aujourd'hui, en termes de vote hier, c'est de suffrage, je vais y arriver, le premier parti en Allemagne. Donc on peut nous dire tout ce qu'on veut, mais c'est le premier parti en Allemagne aujourd'hui. Et on verra si à cause de sa présence à ce niveau-là de pouvoir, eh bien, on va assister à une coalition complètement bancale entre la Union, le SPD et les Verts, pour pouvoir obtenir une majorité complètement artificielle. Alors même si les Allemands ont beaucoup plus l'habitude que nous de ce genre de combinazione à l'italienne, voilà, ils vont quand même, à mon avis, tenter l'affaire, d'autant que les Verts, hein, les Grünen de Baerbock, là, la folle, Lignard et la folle, seront prêts à rentrer dans ce type de coalition pour éviter justement de laisser quoi que ce soit à l'AfD sur la table. Donc ça va être encore... Donc l'Allemagne est affaiblie. Hein. Il faut bien comprendre qu'à la fin du fin, dans tout ça, l'Allemagne est affaiblie. Alors même si l'AfD ne prend pas le pouvoir, de toute façon, il aurait fallu qu'elle fasse beaucoup plus que même 30% pour pouvoir réclamer une majorité suffisante sans nécessité d'alliance. Donc aujourd'hui, le bilan, c'est que l'Allemagne est également affaiblie, ce qui intéresse au premier chef les Américains, il faut jamais l'oublier, tout comme tout le reste de l'affaiblissement qui est en cours aujourd'hui. Ça, c'est pas parce que Donald Trump a des positions sur des questions philosophiques essentielles par rapport à nous que nous devons saluer le fait que nous sommes dans un tel état aujourd'hui, sinon que ça nous débarrassera à terme de l'Union européenne. Et il faut donc ensuite espérer que chaque peuple, chez lui, reprendra son destin entre ses mains, c'est ce que nous ne cessons de dire. Alors, l'affaiblissement, on l'a aussi vu, notamment hier, quand le président polonais qui devait rencontrer Donald Trump pendant plus d'1 heure et demie a été mis en salle d'attente, a été reçu seulement pendant 10 minutes à la va-vite. Enfin voilà, les Américains vont faire payer à tous les gouvernements qui ont été complètement, on va dire, en cheville avec Biden et son administration, hein, qui ont accepté tout ce que Biden et son administration leur ont fait faire. Trump va les punir. C'est pour ça qu'il va pas s'en prendre ni à Fico, ni à Orban, ni à Meloni qui a fait allégeance. Hein. Meloni, elle est pas bête, et puis par rapport à son bord politique, elle a ses petits amis aux États-Unis qui lui ont dit t'as intérêt à tout de suite prêter allégeance. Ce qui prouve bien ce qu'on dit depuis le départ, c'est qu'elle est issue d'un think tank
américain. Alors j'ai oublié vous m'excuserez le nom de ce think tank, hein, mais c'est celui qui avait été fondé par Madame Madeleine Albright, hein, la grande Madeleine Albright, l'amie des 500 000 enfants irakiens tués de manière la plus atroce par la famine, l'absence de médicaments pendant l'embargo contre l'Irak. Donc je crois que c'est l'Institut Aspen, si ma mémoire est bonne et qu'elle me revient, mais en tout cas, voilà, ces gens-là, eux, ne risquent rien. Par contre, tous les autres sont en train d'en prendre plein la figure. Et bien sûr, celui qui risque d'en prendre plein la figure dans quelques heures et dont on va se délecter de l'humiliation, même si c'est le président de la République française, c'est bien évidemment Emmanuel Macron qui nous a fait son cinéma l'autre jour sur les réseaux sociaux. Alors comme d'habitude, hein, imagine-t-on un président de la République se vautrer sur les réseaux sociaux pour parler d'une question aussi grave que de la guerre en Ukraine? Eh bien, Emmanuel Macron l'a fait. Hein, il avait déjà fait tellement d'autres choses sur des domaines d'une d'une importance similaire. On ne peut que s'étonner qu'à moitié qu'il en ait fait autant par rapport à ça. Hein, voilà. Là, on était encore une fois. Alors, je prends mon téléphone et oui, sur TikTok, machin me demande est-ce que je vais envoyer des troupes. Non mais. Alors déjà que les journalistes qui font ces interviews d'habitude sont complètement de connivence avec lui et posent des questions attendues, mais là, enfin, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que là, on est sur la communication d'une star de foot, de cinéma ou ce genre de choses. On n'est plus dans les habits du président de la République française, puissance nucléaire et grande puissance encore aujourd'hui, malgré son affaiblissement ces 20 dernières années et puis surtout ces 50 dernières années. Hein, donc on voit bien qu'on est au bout du process, et tant mieux si le coup de pied américain finira par nous obliger à nous reprendre en main en tant que peuple. Voilà, c'est comme ça qu'il faut percevoir les choses. Et donc au-delà de la façon dont Macron va être traité, d'ailleurs ce matin il y avait encore une publication de Candace Owens qui était vachement intéressante par rapport à ça, c'est qu'elle disait je pense que le président Trump va m'inviter moi aussi, histoire que ça mette un petit peu d'ambiance, hein, si elle est là. Et elle disait, de toute façon, lui, il devrait pas être invité parce que les questions importantes comme la guerre en Ukraine, ça se règle entre grandes personnes et il ferait mieux de s'occuper de son mari pervers. Voilà le tweet qu'a écrit Candace Owens en amont de cette réunion que tout le monde qualifie, tous les observateurs intelligents qualifient de convocation. C'est-à-dire que Trump a convoqué Macron pour lui dire maintenant ça va se passer comme ça, tu vas fermer ta bouche, excusez-moi, hein, et puis tu vas écouter ce qu'on a à dire et tu bouges pas d'une oreille parce que justement nous te rappelons là que Candace, elle a un dossier, puis moi, Mar-a-Lago, qui est comme ça, donc si tu veux rester encore un peu en place pendant 2 ans, tais-toi et tu fais ce qu'on dit, et puis vous serez pas à la table des négociations, vous n'aurez pas votre voix au chapitre, et on règle ça entre grandes personnes avec les Ukrainiens. Voilà donc ce qu'on pouvait dire ce matin sur une partie, enfin sur les points les plus essentiels de l'actualité internationale. Alors avant de passer à l'Ukraine, dans la continuité de ce qu'on vient de dire, encore une fois, un très grand merci à vous tous pour votre fidélité, un très grand merci pour le partage de la dernière vidéo, pour les commentaires, les questions. On a essayé de vous apporter le plus grand nombre de réponses possibles. Il y a certaines fois, on constate qu'il y a des gens qui nous posent des questions alors que les réponses sont dans la vidéo. Alors, prenez le temps d'écouter toute la vidéo, y compris ce qu'on peut vous dire à la fin sur les annonces ou ce genre de choses, parce qu'on va pas répondre à des questions alors que le contenu de la réponse est dans la vidéo. Hein. On n'est pas un service en ligne où vous venez poser des questions. Non, on vous fournit un contenu gratuit de qualité, donc consultez-le jusqu'au bout avant de poser une question. Merci à tous ceux qui font donc le geste de s'abonner sur Patreon pour nous soutenir dans la durée. On a mis en place, j'avais oublié de le mentionner la semaine dernière, un abonnement annuel à donc 55 $ qui vous permet d'économiser 5 $ par an. En gros, on vous offre un mois d'abonnement si vous passez par ce biais-là pour vous abonner.
Un grand merci à ceux qui continuent de nous faire des dons ponctuels via PayPal, et puis bien sûr tous ceux qui partagent le reste de nos communications. C'est très très important pour notre référencement. Il y en a beaucoup qui viennent toujours nous dire mais Monsieur Ferreira, vous avez que 24 000, je crois qu'on a passé les 24 000 abonnés ce week-end, vous en mériteriez plus. Ça ne dépend que de vous, chers amis. Ça ne dépend pas que de nous. On vous a expliqué les problèmes. Alors, on va essayer de les résoudre en faisant un clip de promotion qui soit vide de tout contenu qui pourrait être considéré comme du contenu électoral américain ou israélien, puisque vous savez que c'est ça qui pose problème. Et donc, pour qu'on fasse à nouveau, parce que c'est ce qu'on faisait au début sur certaines de nos vidéos, on parlait que de l'Ukraine et ça fonctionnait, pour faire notre propre promotion sur les autres vidéos de YouTube, et non pas le fait que YouTube fasse de la promo globale sur nos vidéos, ce qui ça fonctionne, il nous rapporte un petit peu d'argent pour vivre. Mais on va donc faire un clip de promotion, mais néanmoins, on a quand même besoin de vous pour le référencement et pour se faire connaître à l'extérieur, parce que ça reste quand même le meilleur moyen d'opérer. Et puis, vous le savez bien, étant donné la parole que nous portons, c'est sûr qu'on n'est pas propulsé par les grands médias pour être mis en avant. Il y a des gens, semble-t-il, qui disent assez souvent des vidéos, Monsieur Ferreira, faudrait que vous soyez invité sur le plateau d'LCI. Figurez-vous, messieurs, dames, il m'inviterait demain que je n'irai pas. Je veux garder ma conscience. Je suis pas, mon âme n'est pas à vendre. Je n'irai pas sur LCI, je n'irai pas sur BFM, je n'irai pas sur CNews. Je veux bien accepter, ça avait été en discussion quand mon livre sur Mariupol est sorti, aller sur Sud Radio par exemple avec André Berkoff. Je veux bien aller chez mes confrères qui font du journalisme citoyen, Alexis Poulain, Éric Morillo, etc. Ou je sais plus si Didier Maisto tient encore quelque chose aujourd'hui. Je suis tout à fait ouvert à ces invitations-là. Vous me voyez sur GPTV, mais je ne veux absolument pas avoir à me compromettre avec ces bandits que sont les médias de grand chemin. Voilà. Et on est tous d'accord avec stratégique sur cet axe moral, parce qu'on n'a pas envie d'être prisonnier du piège médiatique de ces gens-là. Donc on préfère notre indépendance qui, bien évidemment, fait que notre progression, elle est plus lente, mais on accepte, c'est le prix à payer pour conserver son intégrité. Alors, on va parler donc maintenant de l'Ukraine. Alors, on va d'abord parler donc de la partie diplomatique. Alors, il y a deux choses qui sont sur la table. La première, c'est ce fameux deal entre les Ukrainiens et les Américains, où les Américains disent en tapant de plus en plus sur la table à Zelensky, tu signes pour nous donner accès aux terres rares pour qu'on puisse se rembourser sur la bête, comme on dit en français, par rapport à tout l'argent qu'on a déversé sur ton pays, et dont tu ne sais absolument pas nous faire une traçabilité intégrale aujourd'hui, et où tu as vous-même, cher Volodymyr Zelensky, que y a plein d'argent qui a disparu, qui a été détourné, c'est-à-dire que tous les petits fact-checkers là qui viennent encore nous casser les oreilles sur X notamment pour nous dire oui vous mentez, vous avancez des choses. Oui, pendant des années vous avez avancé le fait qu'il n'y avait pas de corruption en Ukraine et qu'il n'y avait pas de détournement des fonds américains ou européens ou des armes ou des matériels. Voilà, même Zelensky le dit aujourd'hui, alors vous le traiterez probablement d'agent russe pour faire un petit salto arrière pour vous sauver de cette situation qui devient compliquée pour vous, mais peu importe. Donc on a ce problème-là, donc les Américains sont de plus en plus insistants pour dire alors Zelensky a dit moi si c'est comme ça, je suis prêt à démissionner pour qu'il y ait de nouvelles élections. Enfin, les Américains veulent qu'il signe, et à la fin de la semaine, à mon avis, il n'aura pas d'autre choix que de signer. Sinon, ils vont venir le chercher et ils vont le mettre dehors, puisque tout le narratif concernant le fait que c'est un dictateur qui est là sans élection, donc sans légitimité, a été installé, et il a d'abord été installé, ne l'oublions jamais, à l'endroit du peuple américain. Ici, les subtilités sur Zelensky, la Constitution, l'état d'urgence, il n'a pas le droit de faire des élections, etc. Les Américains, ils s'en fichent complètement. Et donc, pour eux, l'autre, il est là, il a aucune légitimité à être là, donc où il s'en va,
enfin où il signe les deals qu'on lui propose et il s'engage à faire des élections au mois de septembre au plus tard, ou alors nous on va le foutre dehors. Les Américains, ils savent mettre dehors des présidents. Appelez Noriega, demandez-lui pourquoi il est plus à la tête du Panama. Entre autres, et il y en a d'autres. Donc voilà, donc Zelensky n'aura pas le choix. Et on a appris ça ce week-end, que demain, deuxième round de négociations en Arabie Saoudite entre Rubio et Lavrov. Donc tout continue. Alors ça veut pas dire que la paix est pour demain, faut pas être naïf. Mais ça veut dire que le règlement de la question Zelensky, lui, à mon avis, il va s'accélérer très rapidement. On voyait encore hier Esgues, le patron de la défense américaine, le secrétaire d'État à la défense américain, sur Fox News, je crois, qui disait moi je crois pas du tout à cette histoire de récit selon lequel c'est l'Ukraine qui a été agressée par les Russes. Il a dit c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça veut dire que l'idée qui a été vendue à toute la terre entière pendant 3 ans, que c'était la Russie l'agresseur sans raison, etc., aux États-Unis, ce narratif-là, il commence à être complètement démoli. Donc on voit bien que l'idée qui a eu raison de toutes les rédactions, de tous les hommes politiques européens notamment, et de l'administration Biden pendant 3 ans, eh bien, il va aller à la poubelle définitivement, et qu'un autre est en train d'être introduit pour justifier, soit que Zelensky se plie aux conditions américaines, soit qu'il soit dégagé, et puis ensuite qu'un traité entre la Russie et les États-Unis seul soit mis en œuvre pour régler la question ukrainienne. Il faut pas se leurrer. Là, comme on l'a dit tout à l'heure, l'Allemagne est désormais donc affaiblie parce qu'elle va avoir un gouvernement qui va pas être très stable en termes de coalition. Macron, je pense donc qu'il va être ramené à la raison, mais il pèsera plus rien. Donc, les Américains feront ce qu'ils veulent, n'en déplaise à tous ceux qui pensent autrement. Parce que les Américains ont toujours fait comme ça. Ils attendent pas l'avis du sous-fifre pour dire, voilà, quand en 1975, au début de l'année 75, on avait compris que les Nord-Vietnamiens allaient débouler à nouveau, puisqu'ils l'avaient déjà fait en 72 et ça avait échoué sur le Sud-Vietnam, et que le président Ford est arrivé devant le Congrès en disant il faut à nouveau donner de l'aide militaire au Sud-Vietnam et notamment autoriser les frappes aériennes de l'armée de l'air et de l'US Navy sur les colonnes nord-vietnamiennes, le Congrès il a dit non, c'est fini, on arrête. Bon en 3 mois c'était plié. Le drapeau communiste du Nord-Vietnam flottait sur Saigon. Et la ville était rebaptisée Ho Chi Minh Ville. Parce que d'un seul coup, tout était terminé. Et les gens qui étaient là au pouvoir, en place au Sud-Vietnam, ils ont fini dans des bateaux, ou ils ont fini dans des avions, ou ils ont fini dans des hélicoptères pour s'enfuir. Donc Zelensky peut aussi se dire qu'il va terminer comme ça, parce que on a bien compris, alors on a vu aussi encore la désinformation de Reuters, si ma mémoire est bonne, qui a annoncé que Starlink allait être coupé par Elon Musk. Alors ça, Musk a démenti très vite, mais ça veut pas dire que c'est pas une possibilité sur laquelle les Américains pourraient s'appuyer pour le contraindre. Parce que comme je n'ai eu de cesse de le répéter, si demain Musk coupe Starlink à l'armée ukrainienne, alors d'une part, il n'y a plus d'arrivée d'armes. Les Ukrainiens eux-mêmes le disent. Ça y est, les dernières livraisons, elles ont eu lieu. On a des stocks, mais une fois que ces stocks, ils auront été épuisés, on n'a plus rien. Il n'y a plus rien qui rentre de la part des États-Unis, c'est-à-dire ce qui représente 80% de l'aide militaire, et peut-être même un peu plus de 80% de l'aide militaire à l'armée ukrainienne. Si on couple ça demain matin avec le fait qu'on coupe totalement ou partiellement Starlink à l'armée ukrainienne, alors là, l'armée russe risque de faire des bonds en avant de 50 km par jour. Faut bien être conscient de ça. Donc, il y a tout un tas de leviers coercitifs dans la main des Américains, comme d'habitude, contre leur allié ukrainien pour le contraindre. Donc, c'est pour ça que, voilà, il y a plein de commentateurs américains qui sont là. Moi, je pense que d'ici la fin de la semaine, on peut avoir un accord ou un pré-accord de cessez-le-feu, etc. Que du coup, les Ukrainiens vont signer le deal sur les terres rares.
Parce que vu les leviers dont ils disposent, ils sont persuadés que, eh bien, ma foi, une fois qu'ils auront ramené Macron à la raison pour qu'il arrête de raconter n'importe quoi et de faire croire aux Ukrainiens que la guerre va durer encore 10 ans grâce à l'aide de l'Union européenne et de la France et de la Grande-Bretagne, eh bien, tout ça, ça va être terminé. Et c'est pour ça que les choses peuvent ensuite s'accélérer. Et surtout qu'il rappellera à Macron que c'est fini, hein, les Russes, eux, ils veulent pas vous voir. Nous, on n'a pas envie que les pourparlers s'éternisent, donc vous fermez votre bouche, vous restez là où vous êtes, et vous ne parlez plus. Voilà. Surtout, vous ne parlez plus. Alors donc, ça, c'est les points diplomatiques les plus importants. Et alors, pour essayer de se sauver de tout ça, on a assisté, alors c'était vendredi soir, je crois, ou samedi soir, on a assisté à une nouvelle séance de délire de la part des NAFO, et notamment en France, puisqu'on a vu l'hôtesse de l'air Titelman nous sortir cette fable qui a été reprise. C'est ça qui est phénoménal, c'est que c'est une ineptie, mais alors, c'est... Là, de tout ce qu'il a pu sortir, c'est la plus grosse, hein. On est dans le niveau de Girnov, hein. C'est peut-être à force de se côtoyer sur les plateaux télé qu'il en est arrivé là. C'est de nous dire, eh bien, écoutez, vous savez, messieurs, dames, et tonton Yakovlev aussi, puisque tonton Yakovlev avait déjà un peu filé cette histoire-là ces dernières semaines. Donald Trump, messieurs, dames, est un agent russe depuis 1987. Le KGB, messieurs, dames, a recruté Donald Trump en 1987. Et c'est un agent dormant russe depuis cette époque-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Donald Trump prend toutes les positions qu'il prend contre l'Ukraine en faveur de Vladimir Poutine. Ça va? Vous la prenez, celle-là? Elle est pas sympa? Moi, je trouve que c'est la meilleure. Je me dis, au bout de 3 ans, les gars, ils avaient déjà fait des trucs, on ne sait pas comment ils avaient été nous les servir et d'où ils les sortaient, mais alors celle-là, hein, alors ils nous disent en plus, il s'appelle Krasnov, etc. Enfin, mais c'est du délire total. Autant avec l'histoire des Coréens, on pouvait dire bon, ils ont vu 2 conseillers coréens qui manipulaient les canons de 170 mm, ils en ont fait toute une salade. Bon, mais là, nous dire que le président des États-Unis d'Amérique est un agent russe depuis donc 40 ans, hein, enfin presque 40 ans. Enfin, c'est là, voilà, c'est du super délire. Je pense que là, ils ont atteint leur niveau maximum. Puis alors, faut voir, ils nous racontent tout ça à force d'arguments, tous les plus débiles les uns que les autres, bien sûr, mais ils y mettent une conviction qui est hallucinante. Et alors, bien sûr, le fait que ce soit relayé par des médias comme LCI, on se dit, c'est absolument pas possible, hein. C'est-à-dire que là, voilà, entre autres, pourquoi, même si on m'invitait, j'irais pas là-bas. Je rappelle qu'à l'époque où j'étais avec Régis de Castelnau en 2022, en août 2022, si ma mémoire est bonne, il nous avait contacté, par le biais de Régis directement pour voir si on pouvait intervenir sur la chaîne. On s'était consulté avec Régis, on avait dit non parce qu'on n'avait pas envie de brûler nos âmes, voilà, et notre crédibilité. Et on a bien fait de donner cette réponse-là à l'époque et on la regrette pas aujourd'hui. Alors sur le front des opérations militaires, on constate, alors il y a encore eu une attaque de drone ukrainien cette nuit qui a touché un dépôt pétrolier russe qui flambe, hein. C'est énième attaque de drone qui réussit parce que les drones sont difficiles à détecter, difficiles à abattre et que à la fin, par rapport à l'immensité du territoire russe, on peut pas protéger tous les dépôts de pétrole, toutes les raffineries de pétrole à 150% pour être certain qu'il n'y ait pas à la fin un drone qui finisse par toucher sa cible. Donc c'est le genre d'opération qui se répétera. Va falloir surveiller si d'autres opérations plus douteuses sont menées par les Ukrainiens avec leurs services secrets et les services secrets britanniques notamment, pour monter des opérations comme on a pu en voir avec Boutcha en 2022 pour essayer de remobiliser les opinions contre le narratif qu'impose désormais Washington. Voilà, alors ensuite on va passer donc à l'étude des opérations militaires.
Donc on va parler à nouveau de Soudzha et du saillant de Soudzha, et puis ensuite on ira sur Andrivka et Vremivka. Alors par rapport, alors c'est pareil, hein, la dernière fois les gens ont posé des questions, vous avez pas parlé de ça, vous avez pas parlé de ça. Si on en a parlé, mais on n'a pas mis les cartes. On n'a pas de modification substantielle ni à Kupiansk, ni à Chassovyar, ni à Toretsk, à Pokrovsk. Pour le moment, le front n'a pas bougé, je dis bien de manière substantielle, donc on ne vous montre pas les cartes parce que il n'y a pas grand-chose à en dire et à en voir. Il faut juste souligner qu'on a eu la confirmation, enfin, de la chute dans le secteur de Seversk, du bastion dont on parlait il y a, je crois, 10 jours maintenant, de Bilogorivka, qui est enfin complètement conquis, et cette fois-ci, les images filmées par les drones sont unanimes. Toute cette localité est, bien que détruite en grande partie, est sous contrôle russe. Voilà, c'est la seule chose qui est arrivée depuis jeudi comme confirmation ailleurs que sur les fronts dont on va parler ce matin. Alors on va commencer par Soudzha parce qu'on en a beaucoup parlé au début du week-end, puisqu'on a eu, donc vous voyez Soudzha toujours encadré en bleu. On a beaucoup parlé du front sur la partie occidentale de ce saillant, notamment sur Bazivka, puisque les troupes russes, après avoir pris Sverdlikovo, qui se trouve juste donc au nord sur la petite rivière qui coule dans le secteur, eh bien, ont attaqué en direction de Bazivka. Alors là, les cartes de Ribar par rapport aux cartes de la majorité des autres observateurs au SINT ne manifestent pas le fait que cette ville est pour partie déjà sous contrôle de des troupes de la 810e brigade d'infanterie de marine russe, mais c'est bien le cas. Et donc aujourd'hui, puisque ce village vous le voyez à proximité de la R200, les avant-gardes de cette brigade d'infanterie de marine sont à 3 km à vol d'oiseau de la voie sacrée, pourrait-on dire, de l'armée ukrainienne dans le saillant de Soudzha. La R200, c'est la ligne de vie de l'armée ukrainienne, et donc là, les avant-gardes, alors le village est à cheval sur la rivière, donc il y a la partie occidentale du village qui est sous contrôle russe, et la partie orientale qui est toujours sous contrôle ukrainien. Il y a des contre-attaques locales pour tenter de résorber cette percée tactique. Hein. Les Russes ont bien insisté en disant c'est pas une percée opérative où on va ensuite engager des réserves de divisions qui vont filer sur l'arrière-front ukrainien, mais en tout cas maintenant c'est une menace de plus en plus pressante de la part de l'armée russe sur cette voie d'accès à Soudzha. Et alors, de l'autre côté, ce qui est aussi intéressant, c'est du côté donc de Tcherskaya Konopelka, qui est encadré en orange, c'est tout le secteur qui a été ciblé par la contre-attaque locale dont on a parlé il y a 15 jours, menée par l'armée ukrainienne pour dégager le sud-est de Soudzha. Eh bien, aujourd'hui, quasiment tout le territoire qui avait été conquis, puisque là c'est du territoire russe, donc conquis par l'armée du territoire russe historique, conquis par l'armée ukrainienne au cours de cette contre-attaque locale, eh bien il a été quasiment intégralement repris par l'armée russe au cours des 72 dernières heures. C'est-à-dire que cette contre-attaque a réussi pendant quelques jours à apporter ce qu'elle pouvait tenter d'apporter, et puis les Russes ont remobilisé du monde, ont ramené des renforts, eux-mêmes ont lancé une contre-attaque, et aujourd'hui ils ont presque récupéré l'intégralité des positions qu'ils occupaient, donc c'était mi-février, quand les Ukrainiens ont tenté de reprendre ce terrain. Voilà, donc vous le voyez, il y a un petit cartouche en bas à droite de l'écran, où on voit, alors c'est terrain qui est hachuré jaune et rouge, ça veut dire que c'est pas encore un contrôle complet et total, mais les Russes avancent, et je pense que dans les heures qui viennent, peut-être jusqu'à demain, on va découvrir que tout le terrain a été repris à l'armée ukrainienne, qui avait pourtant encore une fois injecté, alors c'était pas des milliers d'hommes, mais c'était parmi les meilleures unités qui sont présentes dans le saillant, qui avaient été engagées là pour ça, c'est-à-dire rien. Voilà, un effet final recherché absolument nul
puisque incapable d'être consolidé et d'être tenu à moyen terme. Donc aujourd'hui, la situation dans la zone du saillant de Souja reste toujours la même. Les Russes mènent des assauts qui permettent d'améliorer à peu de frais leur position. Ils reprennent les positions de l'armée ukrainienne, et puis comme on l'a dit déjà la semaine dernière, là où il y a les points rouges, un peu partout sur la partie donc du saillant lui-même ou l'arrière-front dans la zone de Soumy, on a un bombardement massif et constant à coups de bombes planantes, et notamment de bombes de 3 tonnes, sur toutes les concentrations ukrainiennes, que ce soit le matériel, la logistique, la défense antiaérienne, pour ce qu'il en reste. Et donc on voit bien que tout ce que nous disons depuis le début, c'est-à-dire que c'est un piège dans lequel le feu russe produit l'attrition qui est donc l'objectif principal de l'armée russe, s'opère. Voilà. Les gens sont là, ah mais pourquoi les Russes reconquièrent pas plus vite? Parce que ça ne les intéresse pas. Et que, alors, parce que s'ils le faisaient, ils pourraient le faire, sauf qu'ils investiraient des moyens dont ils n'ont pas la disponibilité sur cette partie-là du front immédiatement, aux dépens de ce qui se passe ailleurs, où là, ils ont décidé de porter leur effort principal, et je pense bien sûr à la région autour de Pokrovsk. Donc là, ils tiennent, ils mènent des attaques locales qui sont, semble-t-il, couronnées de succès. Quand les Ukrainiens tentent une petite contre-attaque locale, bon, bah ça gagne pendant quelques jours 2-3 km, 5 km dans la profondeur, et puis ensuite, bon, bah vu que les Ukrainiens eux-mêmes sont au bout du rouleau au niveau de leurs effectifs, eh bien les Russes localement reconcentrent des forces, contre-attaquent, reprennent le terrain, et à la fin du compte, ils ont détruit en matériel et bien sûr en hommes un plus grand nombre de soldats ukrainiens qu'ils n'en ont perdu. Donc, l'objectif stratégique qui est l'attrition de l'armée ukrainienne, eh bien, il continue d'aller dans ce sens-là, donc il n'y a pas besoin de changer de stratégie. Voilà, c'est très clair, très simple. On en a parlé hier avec Erwan Castel sur Brochu TV. En plus de ça, la présence, l'omniprésence des drones empêche de mener des manœuvres comme on en a connu autrefois depuis, on va dire la fin de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à la guerre du Kippour. Le drone empêche aujourd'hui de mener ce type d'opération, même si les Russes avaient une immense supériorité numérique, vu que les drones sont accessibles, Erwan le rappelait, à des gens qui ont une formation qui est beaucoup plus réduite que celle d'un combattant d'infanterie de base, eh bien, on peut déployer d'un seul coup des essaims de drones très facilement, parce que le drone, ça coûte pas cher, pour attaquer des colonnes blindées mécanisées qui se lanceraient à nouveau dans ce genre d'opération, et même si on installe des protections anti-drones, des brouilleurs, etc., ça créerait quand même des pertes que la Russie ne veut pas avoir à subir. Voilà. Donc, on en arrive à cette situation. Alors ensuite, on descend tout au sud, donc dans le secteur d'Andrivka, qui est encadré ici en orange. Donc vous voyez que Oulakli est complètement tombé aux mains de l'armée russe. Oulakli s'est encadré en rouge. Et les combats ont commencé à l'intérieur de Constantinople. Donc là, c'est encadré en bleu pointillé parce que Ribard est plus prudent dans son approche que le sont les autres observateurs OSINT qui croisent les informations entre, par exemple, Deep State ukrainien ou d'autres blogueurs russes. On sait depuis la semaine dernière, grâce à ces autres blogueurs, que l'armée russe a pénétré dans Constantinople en suivant la flèche pointillée rouge que vous voyez sur cette carte-là, et que les combats se déroulent désormais à l'intérieur de la ville depuis au moins jeudi dernier. On en avait déjà un peu parlé, et comme vous pouvez le voir sur cette carte, alors là, il y a un cartouche en bas à droite de la carte qui vous montre la façon dont les combats se déroulent autour de Constantinople. Alors, je vous dis, les Russes ont réussi à pénétrer et à s'installer sur une partie de la bourgade, du village. Et on voit aussi, donc, au nord comme au sud, que les Russes continuent de mener des attaques supplémentaires
pour fixer les défenseurs ukrainiens et tenter encore une fois de créer une poche d'encerclement, puisque, semble-t-il, les Ukrainiens ont décidé de défendre Constantinople jusqu'au bout et de faire Cameron, comme c'est le cas depuis le début des combats dans toute la zone du Donetsk, de l'oblast de Donetsk. Voilà, on s'accroche coûte que coûte, et tant pis si à la fin on perd la moitié de l'effectif parce qu'il est fait prisonnier, tué, blessé, c'est pas grave, on nous dit que c'est pour construire des nouvelles lignes de fortification derrière. Pour le moment, on a vu quelques fossés anti-chars et rien de plus sérieux. Voilà. Donc aujourd'hui, même s'il reste toujours des combats importants autour de Pokrovsk et de son agglomération, les combats les plus dynamiques se déroulent dans le secteur autour d'Andrivka et de Constantinople, et comme on n'a pas cessé de le dire, une fois que Andrivka est tenu, mais que Constantinople sera tombé, eh bien là, les deux routes que vous voyez en jaune, qui partent vers l'ouest, là, c'est le boulevard pour s'engouffrer, et surtout la route la plus au sud, la H15, parce que celle qui est au nord de la Vovcha, elle est bordée par des fortifications ukrainiennes, mais l'autre, il n'y a plus rien. Bagatyr n'est pas défendu par des positions. Bagatyr, c'est le dernier village que vous voyez sur la gauche de la carte. Il y a juste au niveau du carrefour un petit réduit défensif, et puis après vous foncez sur cette route plein ouest en direction de Pavlovgrad. Il n'y a plus rien qui vous arrêtera. Il y a plus de défense, il y a plus de points d'appui, il y a plus rien. Donc ça va être très intéressant, je le disais déjà la semaine dernière, de voir comment les Russes vont exploiter cette victoire qui se dessine à Constantinople dans les jours qui viennent. Et puis pour terminer, puisque pour nous, c'est l'effort secondaire dans le secteur au sud de Constantinople. Les combats, on en parlait déjà jeudi, ont repris vraiment avec une intensité remarquable du côté donc de Velika Novosilka Vremivka, qu'on a encadré en rouge. Donc à l'ouest, Novosilka, qui est encadrée orange, a été complètement conquise par l'armée russe. Donc on peut penser qu'elle va continuer à développer son effort plein nord. Le long, alors là c'est la rivière, c'est la Vorona, et en même temps, simultanément, on voit que depuis Novi Komar, donc encadré en jaune, on a un autre axe d'attaque local qui a réussi à s'emparer hier de Novocheretuvate, et donc on pense que les Russes vont poursuivre le long des deux cours d'eau finalement, qui du côté de Novosilka et du côté de Novi Komar, ils vont suivre les vallées et forcer l'armée ukrainienne à se replier, puisque là encore les derniers réseaux défensifs ont été dépassés. Il reste ceux qui sont légèrement au nord-ouest de Vremivka, mais ils ont été débordés, et donc à tout moment les Ukrainiens peuvent être débordés dans leur dos, donc il n'y a aucune utilité à tenir ces zones encore plus longtemps, sinon encore une fois à faire Cameron pour un effet final absolument lamentable. Et vous voyez par rapport aux cartouches qui sont proposées que les Russes continuent leurs assauts depuis Novocheretuvate est tombé de mémoire vendredi, et là les combats se poursuivent depuis samedi pour déboucher de ces localités vers les localités suivantes. Voilà, chers amis, ce qu'on pouvait dire ce matin sur cette actualité, encore une fois très chargée. Donc les prochains rendez-vous, demain matin, retour de votre serviteur sur la matinale de GPTV à partir de 7h30 avec l'ami Nicolas Stocker, et puis ensuite vers 8h30, 9h, on va être rejoint par l'ami François Martin. Donc ne manquez pas cette émission. Alors bien sûr, si vous êtes au travail, vous l'écouterez demain soir en rentrant chez vous, ou demain à midi sur la pause déjeuner. Puis si vous avez l'opportunité de l'écouter en direct, parce que vous pouvez le faire, eh bien n'hésitez pas. Ensuite, pour les abonnés Patreon, la conférence, on va vous envoyer le lien dans la journée. Donc la conférence mensuelle avec votre serviteur, c'est jeudi de 19h30 à 21h, donc c'est pareil, ça fait partie des avantages pour ceux qui s'abonnent sur Patreon.
Le bulletin, bien évidemment, jeudi matin, le bulletin 93, et puis pour ceux qui suivent mon actualité littéraire, samedi matin sur Radio Courtoisie, à partir de 9h, ouais c'est ça, de 9h jusqu'à 10h30, encore une fois invité par l'ami Nicolas Stocker, pour parler de mon livre sur la bataille des Ardennes, qui est donc sorti maintenant, ça va faire 10 jours, puisqu'il est sorti le 14 février, pour la Saint-Valentin. Le lien pour vous le procurer est dans la description de cette vidéo. Voilà, chers amis, donc comme d'habitude, hein, on boit frais, on prend du recul sur l'actualité immédiate avant de la digérer, pour la digérer et avant de prononcer un avis. Et puis, donc n'hésitez pas à partager, à nous soutenir financièrement pour nous aider à poursuivre le développement de cette chaîne. À demain sur GPTV et à jeudi sur ce canal. Au revoir.